Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une icône de la protection animale et une infatigable activiste environnementale. Une petite fille rêveuse devenue messager des Nations Unies pour la paix. L'ethnologue Jane Goodall sera notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. Jeanne, tu as une idée derrière la tech et aujourd'hui on va aller du troc d'œuvres d'art. On va en parler justement dans ta chronique aujourd'hui, mais rien du très légal parce qu'il s'agit d'une application créée par des artistes pour les artistes. Exactement, elle s'appelle l'application à toutes fins utiles. Elle a été créée par 3 jeunes diplômés des Beaux-Arts, des Arts Déco et de l'École d'Art et de Design de Saint-Étienne. Et elle a le mérite de donner vraiment un coup de frais au milieu parfois un peu fermé de l'art contemporain. On découvre ça tout à l'heure. On le fera avec toi. Et comment terminer cette semaine de la Journée internationale des droits des femmes sans parler de l'étude qui fait la une dans le secteur tech en ce moment. L'application Figure et la plateforme 50 in Tech s'allient pour faire le point sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans ces secteurs. On va mettre fin à un tabou. Oui, messieurs, dames, aujourd'hui sur ce plateau, l'égalité des salaires femmes-hommes dans la tech. C'est possible si on s'en donne la peine, bien évidemment. Pour en parler, la co-autrice de ce guide et de cette étude, Caroline Ramad, fondatrice et CEO de 50 in Tech. Bonjour à vous. Bonjour. Et Amaury Mativé, Head of Talent Acquisition pour Preligence. On va le dire très simple, vous faites du recrutement et des ressources humaines pour cette incroyable start-up d'intelligence artificielle qui travaille pour le secteur défense. Vous avez réussi à obtenir un écart salarial entre vos collaborateurs et collaboratrices de 0%. Vous allez nous dire quel est votre secret. Bonjour, tout à fait. On en parle dans un instant, bien sûr, mais d'abord, focus. Et elle a consacré sa vie à l'étude des grands singes, à révéler les secrets des chimpanzés, des travaux qui la poussent à défendre sans relâche la préservation de la planète. Le portrait de Dame Jane Goodall, c'est tout de suite avec Edouard Denuau. Elle a dédié sa vie à la protection des animaux. Jane Goodall est une éthologue et anthropologue britannique née à Londres en 1934. Après avoir obtenu un diplôme de secrétaire, elle enchaîne les petits boulots. En 1957, à l'âge de 23 ans, elle est invitée par une amie au Kenya et fait la rencontre du docteur Louis Leakey, un célèbre archéologue et paléontologue kényan. Elle devient rapidement son assistante. 3 ans plus tard, en 1960, Jane Goodall décide de s'installer seule dans la région du lac Tanganyika pour vivre au contact des animaux et notamment des chimpanzés. C'est la plus longue étude de terrain sur les animaux sauvages vivant dans leur environnement naturel. Elle observe, en octobre 1960, un chimpanzé en train de fabriquer et d'utiliser des outils. Cette découverte majeure ébranle la notion d'être humain. À l'époque, on pensait que ce comportement était exclusivement réservé à l'homme. Grâce aux recherches de Jane Goodall, on sait maintenant que les chimpanzés possèdent de nombreuses capacités intellectuelles, chassent pour se procurer de la viande et les membres d'une même famille maintiennent des liens forts et durables toute leur vie. En 1965, elle reprend ses études et obtient un doctorat en éthologie. Dans les années qui suivent, le docteur Jane Goodall reprend ses recherches et fait de nouvelles découvertes sur le comportement des chimpanzés. Ils sont omnivores et non pas végétariens comme on le pensait, et ils sont capables de mener des guerres contre leurs semblables. En 1977, elle crée le Jane Goodall Institute, une organisation mondiale de protection de la vie sauvage et de l'environnement. Aujourd'hui, le Dr Jane Goodall est une fervente militante pour l'environnement et elle se donne pour mission d'alerter l'opinion publique sur les risques encourus par notre planète. Récompensée et distinguée à de nombreuses reprises à travers le monde, elle est notamment devenue messager pour la paix des Nations Unies. Ces femmes, quel que soit leur talent, qu'on met évidemment en lumière aujourd'hui, notamment pour cette grande semaine du 8 mars. Tout de suite, oui, on peut bien gagner sa vie et faire carrière dans la tech quand on est un talent féminin. Nos invités vont encore vous le prouver aujourd'hui. C'est la première partie du talk. Et pour parler justement de cette étude et de ce guide lancé par 50 in Tech et Figure, Caroline Ramad, vous en êtes la fondatrice, pas de Figure mais de 50 in Tech. Amaury Mativé, Head of Talent Acquisition pour Preligence, vous faites du recrutement et des ressources humaines pour cette start-up de l'IA. On va revenir dans un instant au contenu justement de l'étude que vous dévoilez depuis hier pour les secteurs numériques et les industries justement de la tech sur l'égalité ou l'absence d'égalité justement salariale dans le secteur entre les
femmes et les hommes. Mais d'abord, Caroline, évidemment, vous connaissez bien ce plateau, vous étiez déjà venue nous rendre visite l'année dernière dans l'école du futur. Et on s'était posé une question, ou plutôt un chiffre, 2156. C'était l'année dernière, où la parité pourrait être atteinte dans les entreprises, chiffre du World Economic Forum. Est-ce que la deadline a bougé ? On atteint maintenant les 300 ans, malheureusement. Donc oui, malheureusement, ça veut dire que on prend du retard, en fait, sur les avancées. Là, ça vient d'être annoncé. Et donc oui, il n'y a pas de progression aujourd'hui majeure. On prend un peu en train de retard. Je pense que c'est l'effet successif des crises. Et on le voit à peu près partout, y compris sur les montants d'investissement aujourd'hui attribués aux femmes entrepreneurs, qui sont tombés en moins de 3 ans depuis Covid, de 2,4 à 1,9%. Donc ça illustre bien qu'il y a quelques avancées qui ne sont pas aujourd'hui majeures. On régresse et en effet, ce chiffre des 300 ans a été annoncé, vous le savez, cette semaine par Antonio Guterres, le patron, le secrétaire général surtout, de l'ONU. Vous nous dites aujourd'hui, tous les deux sur ce plateau, Amaury et Caroline, que l'empowerment des femmes dans la tech est une urgence. On ne peut que plus, soyez évidemment, ce cri du cœur, mais on l'appuie avec des chiffres, avec un guide très précis. C'est édité justement par 15 Tech et par Figure. Les écarts de salaire entre hommes et femmes, qu'en pensent les principales concernées? Vous leur avez posé la question. C'est une étude européenne que vous avez menée justement pendant plusieurs semaines. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir des données claires pour pouvoir faire progresser évidemment le sujet. Et les chiffres sont édifiants. 74% des Françaises interrogées se sentent sous-payées. Les femmes entrepreneurs se paient en moyenne 25% de moins que leurs homologues masculins. Effectivement, j'ai fait le test sur Figures et je peux vous garantir que je ne suis même pas au 30e percentile de ce que se payent les entrepreneurs masculins. Donc effectivement, c'est assez intéressant de le noter, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui des écarts de salaire. Donc si on parle, c'est intéressant de bien situer l'écart non ajusté. Donc ça veut dire qu'il comprend en fait le fait que vous n'allez pas forcément progresser dans votre carrière. Donc qui aujourd'hui situe du coup la moyenne européenne à peu près à 19%. Alors en France, on est un peu moins mauvais élèves, on est à 15%. Donc dans cette pour une moyenne, fois, on a de la chance. Voilà. Et le mauvais élève de l'Europe, parce qu'on le compte encore en Europe, c'est la Grande-Bretagne, à 26%, avec un écart de salaire pour les métiers de software engineer, donc de métiers de développement, de plus de 20%. Donc ils sont vraiment très loin. Et pourtant, ils ont permis de faire légèrement progresser, puisqu'ils ont progressé de 4 points. Donc ils étaient très 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 loin l'année dernière. Et ce qui fait que l'année dernière, on était à 19,6 en tout et on est passé à 19. Donc légère progression quand même sur la différence. Mais si on doit comparer avec la moyenne européenne globale, elle est à 13%. Donc on voit que la tech est quand même au-dessus en termes de problématiques d'écart de salaire. Moyenne européenne sur les écarts salariaux entre femmes et hommes qui est faite sur l'ensemble de l'économie, donc pas seulement la tech. Et c'est là où du coup le bas blesse pour justement les industries du numérique, quelles qu'elles soient. Bon, ça veut dire que malgré cette litanie de chiffres, on le sait, les baromètres se succèdent, ils se ressemblent. On a quand même des solutions à pouvoir apporter. Une des solutions qui est apportée, c'est par vous, Amaury, et par Preligence, la start-up et scale-up de l'IA, qui met justement ces technologies d'intelligence artificielle au bénéfice du secteur de la défense. Vous avez réussi à obtenir un gender gap salarial, je le dis en franglais, c'est très beau, de 0%. Réussir à une neutralité finalement salariale, égalité entre hommes et femmes, c'est donc possible. Vous nous le prouvez. Oui, tout à fait. Alors, c'est possible, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si vous voulez réussir à effectivement neutraliser ça, je pense qu'il faut trouver des moyens assez concrets, assez rapides de neutraliser les biais et les effets qui mènent à avoir, in fine, ces différences de salaire qu'on ne sait pas expliquer, parce que c'est bien tout le problème, c'est de se rendre compte que 2 personnes à compétences égales, à travail égal, vont avoir 20% d'écart de salaire parce que l'un est un homme et l'autre est une femme. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui paraît assez impensable chez nous. Et pour ça, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Je pense que la première, déjà, et je pense que c'est aussi dans l'impulsion que les fondateurs vont mettre dès le début, c'est d'avoir une présence RH très forte, très tôt. C'est assez bête à dire, mais finalement, nous, on a une VP RH quand même depuis que la boîte fait 30 personnes, avec des sujets, du coup, de mettre le collaborateur
dans un bon cadre pour faire son travail, qui me semble être la base même en fait de tout ce qu'on peut faire après. Ouais. Il y a un petit côté pyramide de Maslow. Si vous n'avez pas la base, vous n'aurez pas le reste. Ensuite, sur les salaires des femmes dans la tech. Alors nous, on a la double difficulté d'être à la fois dans la tech, mais aussi un peu dans la défense. Oui. De secteurs où déjà les femmes sont pas forcément les plus représentées. Et donc nous aujourd'hui on travaille sur 2 fronts là-dessus, donc à la fois sur celui du salaire et aussi de l'inclusion des talents féminins dans la tech. On parlait tout à l'heure des femmes qui n'osaient peut-être pas négocier leur salaire à l'entrée. On va en reparler en détail dans un instant parce que c'est un chiffre notamment qui est édifiant dans l'étude. Oui, tout à fait. Non mais ça, voilà, c'est quelque chose qui peut se contrer de manière assez entre guillemets simple, alors pour peu que tout le monde joue le jeu, en mettant un modèle. Nous c'est ce qu'on a fait. On a mis un modèle financier, un modèle salarial, qui est assez inflexible et à dessein, puisque justement chez nous, quelqu'un qui rentre chez nous, il va avoir une offre qui sera basée sur un calcul scientifique des attendus qu'on a, du nombre d'années d'expérience de la personne. Ça fait un salaire. Ce salaire, il est ni à la hausse ni à la baisse. Donc, pas de négociation possible ni pour les uns ni pour les autres. Donc c'est un salaire non genré, par définition. C'est un salaire qui est indexé sur les talents, qu'ils soient masculins ou féminins ou neutres. La vraie question, en effet, que vous soulevez, Amaury, c'est aussi celle qu'on peut se poser sur la taille de l'entreprise. J'allais dire, c'est la taille qui compte, oui et non. Dès le début, dès la constitution de Preligence, vos cofondateurs et vous-même au RH se sont posé la question justement de pouvoir avoir cette lisibilité sur les grilles de salaire notamment, sur la transparence aussi de la rémunération de vos collaborateurs et collaboratrices. Ça veut dire, Caroline, que si on prend le problème, ou la question plutôt, dès le départ, dès la création de ces startups et futurs scale-up de l'économie numérique, on risque de minimiser justement cet écart. Totalement. Et donc, il faut utiliser aujourd'hui des grilles, de la transparence dans la manière de le faire, parce que c'est le seul point, en fait, qui permettra de résoudre cette problématique. On verra qu'il y a 2 leviers aujourd'hui majeurs pour pouvoir résoudre le global. C'est, de miser sur cette transparence, à la fois dans les offres, en interne, pour la lisibilité aussi de la progression, et s'assurer que les femmes progressent. On n'a qu'une femme sur 6 exécutifs en Europe donc en fait, c'est là que se crée le gap. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on fait progresser aussi ces femmes dans les organisations pour qu'elles atteignent les plus hauts salaires. Parce que là, on parle à salaire égal, mais si on reste tous en bas de l'échelle, c'est quand même des salaires qui aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les salaires de manager, de VP, de head of, enfin voilà, de toutes les évolutions. Donc ça, c'est très important de le noter. Et donc si on le prend très tôt, donc nous, par exemple, 15 Tech, on n'a que 14 employés, on le met en place. Là, c'était notre quarter est dédié à ça. On va avoir une grille qui est évidemment notre grille adaptée à notre possibilité marché. On n'a peut-être pas levé autant que d'autres entreprises, mais du coup, on va faire aussi de la pédagogie par rapport au salaire. Et donc, ça nous permet de piloter. Nous, on était à 80% de femmes, on est passé à 50% de femmes. Donc, pour atteindre ça, c'était notre challenge de l'année dernière. Cette année, la parité même de votre on le travaille. On n'a même pas forcément 2 personnes dans le même job, donc pour l'instant, mais je me dis que à la prochaine personne embauchée, au moins on aura mis en place le système qui marche et ne pas renverser la charge, j'ai envie de dire, sur les femmes qui rentrent dans l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça devient un outil, une grille claire, un GPS de l'ambition salariale pour les talents qui voudraient vous rejoindre, encore une fois qu'ils soient femmes ou hommes, là pour le coup, mais ça permet aussi, en tant que manager, en tant que direction des ressources humaines ou recruteur de ces futurs talents, de pouvoir aussi rétablir une grille salariale, de se dire, OK, en fonction des talents dont j'ai besoin, voilà aussi l'investissement que j'ai envie d'y mettre d'un point de vue de la rémunération, Amaury. Oui, tout à fait. Je pense que déjà, piloter une entreprise, en plus actuellement, c'est pas facile. Savoir où on voit d'un point de vue de la masse salariale, surtout dans un environnement tech où la masse salariale, c'est quand même le plus gros poste de coût pour les développeurs logiciels, pour le développement logiciel de manière générale, pour une entreprise comme la nôtre, avoir une grille. Ça me paraît... Nous, je dis toujours, nous on est une entreprise scientifique avant tout. Donc on veut avoir une approche scientifique sur à peu près tout ce qu'on fait. Alors quand on parle de société, quand on parle de recrutement, on est plus sur des sciences molles, des choses qui ne sont pas forcément aussi quantifiables que des maths très, très dures.
Cependant, il y a effectivement des leviers qui peuvent être mis en place, celui d'une grille de salaire. Nous, aujourd'hui, on ne se verrait pas donner 10% à l'un plutôt qu'à l'autre parce que l'un aurait réussi à un peu mieux négocier son salaire à l'entrée. Et le problème, c'est qu'on parlait de le faire tôt. Ben oui, parce que si vous ne le faites pas tôt, vous prenez du retard. Et si vous prenez du retard, on se retrouve avec les chiffres qu'on a justement, de se rendre compte que c'est pas parce qu'on part en retard à une course qu'on peut pas la gagner. Mais enfin, ça nous met vraiment pas en position de force, quoi. Donc aujourd'hui, une grille claire pour savoir où on va d'un point de vue de notre masse salariale, de savoir quels sont les talents, comment on les rémunère, puisque tous les talents ont des rémunérations qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des familles métiers, ça c'est bien logique. Mais en tout cas, au sein d'une même famille, s'assurer que les rémunérations, et pas qu'à l'entrée, parce que l'on parle du recrutement, mais aussi dans le développement des collaborateurs, que les rémunérations soient basées sur des modèles transparents, expliqués, et clair, et notamment sur l'évaluation aussi des succès, l'évaluation des objectifs, tout simplement, où du coup, on sait s'il y a une différence. Parce que dire qu'on est à une équité et dire qu'il n'y a pas de gender gap, ça ne veut pas dire que tout le monde est payé la même chose. Mais ça veut dire que lorsque deux personnes ne sont pas payées la même chose, indépendamment de leur genre, on sait l'expliquer, on sait pourquoi, parce qu'on a des indicateurs clairs qui nous disent, oui, cette personne est mieux payée parce que... Voilà. Et l'expliquer, encore une fois, pour l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. C'est intéressant là aussi, Caroline, parce que ça permet d'avoir des idées claires, de pouvoir avoir une transparence aussi sur ces chiffres de rémunération. Ça permet aussi, si je lis aussi bien ce guide et cette étude proposée par 15 Tech et par Figure, de comprendre aussi pourquoi ça va être un élément pour que les femmes aient plus d'ambition salariale, affichent en tout cas la couleur, ne s'auto-censurent pas sur la façon dont elles vont pouvoir gagner leur vie grâce à ces métiers dans la tech. Évidemment, donc là, on a mené cette étude, on a voulu interroger les femmes. Donc on a presque 500 femmes à travers l'Europe qui ont été interrogées et voilà ce qu'elles nous ont dit. Elles nous ont dit qu'à près de 60%, et plus elles dépassent le milieu mid-level, moins elles savent leur valeur marché. Donc c'est assez intéressant de noter, parce que quand vous sortez de l'école, généralement, on vous dit à peu près combien vous valez. Alors ça dépend des écoles, mais voilà. Donc elles ne négocient pas, seulement 7% des femmes négocient. Donc si vous renversez en disant c'est à elles de négocier, ce qui se passe, c'est qu'elles accumulent un retard quasiment dès le démarrage et ensuite dans la progression. Pourquoi ? Parce que, le réseau, donc les bons conseils, généralement, c'est des femmes, elles ne sont pas non plus dans un réseau et les autres en face, c'est des hommes, donc elles n'ont pas accès à ces données de salaire facilement. Elles utilisent plusieurs outils aujourd'hui. Elles benchmarkent un peu entre LinkedIn, Glassdoor. Elles galèrent vraiment pour essayer de savoir, c'est ce qu'elles nous ont dit. Donc plus de 60% ne connaissent pas leur valeur marché. Perception de salaire à moins de 20%, elles pensent qu'elles sont payées 20% de moins, quand on l'a dit, sur presque 70% des Françaises. C'est quand même assez colossal. Elles nous disent même qu'elles sont stressées de négocier leur salaire. Plus du tiers sont stressées. Et donc, ça conduit deux choses. Elles ont des demandes aujourd'hui. 83% d'entre elles veulent la description de salaire, donc le salarié, au moins la proposition de salaire, et même s'il y a un écart, parce qu'on peut très bien proposer quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, évidemment, en 7 ans, on ne va pas le rémunérer de la même manière. Parce que ce sont des critères donne une objectifs. fourchette de salaire, et donc elle le réclame à 83% parce que donc plus du tiers se sent stressé de devoir négocier, si ce n'est pas dit au moment de l'entretien en plus d'emploi. Voire 7% d'entre elles ne font pas de candidature si ce salaire n'est pas annoncé aujourd'hui donc c'est quand même une manière, 1, de les attirer, 2, de les mettre en confiance, 3, d'éradiquer en ayant la transparence sans renverser la charge, parce qu'aujourd'hui, effectivement, rien dans notre éducation nous mène à négocier. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas empowerer et apprendre à le faire. On fait un bootcamp qui cartonne le plus chez 15 Tech, c'est notre bootcamp sur la négociation de salaire, donc c'est bien qu'il y a un vrai sujet, mais qu'elles n'arrivent pas à comprendre leur valeur marché aujourd'hui, c'est quand même un problème. Voilà, parce qu'elles n'ont pas de référentiel de qu'est-ce que c'est le step d'après, elles n'ont pas les copains à appeler pour benchmarker. Donc, aujourd'hui, elles réclament même un outil pour benchmarker, et donc ça va être dans notre roadmap, nous, chez 15 Tech, d'arriver à développer ces outils à leur service pour y arriver. Et ce qui est extrêmement important, encore une fois, on le disait, ces critères objectifs, pour pouvoir comprendre comment, et même calculer un salaire, une valeur, en effet, sur le marché de la tech, quels que soient les métiers tech qu'on souhaite pouvoir occuper. Ça permet là aussi de pouvoir finalement mettre fin à l'incompréhension quand on se dit qu'un recruteur, Amaury, peut avoir parfois un critère un peu plus subjectif pour pouvoir embaucher tel ou tel talent. Du coup aussi lui accorder une valeur marchande et donc un salaire qui serait substantiellement différent par rapport à un autre talent recruté. Ça permet finalement de mettre les points sur les i.
Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue salarial, oui, mais pas que, puisque bon, le recrutement, finalement, alors dire qu'il n'y a pas une part de subjectivité dans un recrutement, je pense que ce serait pas vrai. C'est des humains qui choisissent d'autres humains, donc je pense pas qu'il y ait de formule magique pour totalement éliminer tous les biais. Néanmoins, nous, on a un process typiquement de recrutement chez Preligence qui est pas le plus rapide, puisque en moyenne, on recrute nos candidats, ça prend une trentaine de jours, 30-40 jours pour les plus longs. Pourquoi on fait ça ? Parce que justement, on veut une fois de plus se donner, et donner aussi aux candidats, parce que je pense que c'est important que ça aille dans les deux sens, la possibilité de se découvrir un petit peu. Donc nous, un process tout bête chez nous, ça va être un premier entretien avec un recruteur, enfin une recruteuse en l'occurrence, puisque mon équipe est composée que de recruteuses, un échange avec le futur manager du collaborateur, et ensuite on passe sur une partie de test technique. Et c'est là où on passe le plus de temps, puisqu'on envoie un test technique au candidat ou à la candidate, on lui laisse le temps de travailler dessus et la personne vient nous présenter son travail dans la foulée. L'intérêt de faire ça, c'est de mettre la personne vraiment de manière, alors déjà de manière un peu douce, parce qu'on lui laisse le temps, on laisse à la personne une dizaine de jours, un peu plus si nécessaire pour préparer son cas, et puis nous le présenter. Le but de faire ça, c'est de tester les compétences techniques de la personne, évidemment, mais c'est aussi, parce qu'on pourrait le faire juste en envoyant un cas pratique par écrit, on n'a pas besoin de passer 1h30 à faire un débrief en présentiel. Nous, si on fait ça, c'est pour permettre aux collaborateurs ou à la collaboratrice de se projeter et de voir ce que c'est que de travailler chez nous, comment on travaille, avec qui, comment on échange, et donc de voir. À ce stade-là, la personne a déjà une idée a déjà une idée globale du salaire qu'elle aura chez nous. Alors pas exact, parce que c'est vrai que nous, on ne donne pas nos salaires avant d'arriver à l'étape de la proposition. Par contre, systématiquement, on prend les souhaits de la personne en face et on lui dit si ça fit dans notre grille, pas de sujet, on verra à la fin, tu seras probablement satisfait ou satisfaite. Ou alors, dès le début, on dit alors par contre, attention, là, tu es un peu au-dessus. Et là, on en parle au début, parce que l'idée, c'est pas de faire perdre non plus leur temps aux gens. Donc, le fait en fait de prendre ce temps dans le recrutement pour aborder toutes ces problématiques, et aussi d'un point de vue très technique, parce que mine de rien, les techs, ils aiment la tech, donc ils ont envie d'en faire et de voir comment ça se passe chez nous. Je pense que ça donne les clés de l'expérience future, et ça contribue aussi beaucoup, même si la personne ne nous rejoint pas à la fin, à comprendre un petit peu ce qu'on fait, à en parler, et pourquoi pas, du coup, aussi à évangéliser. Je veux dire, si on a un talent féminin qui vient chez nous, peut-être que ça se fait pas, parce que pour une raison X ou Y, maîtrise du code, tout ce qu'on veut, la personne peut quand même avoir une bonne expérience et passer un moment chez nous. Ouais. Nous, aujourd'hui, sur 2022, on a, alors c'est noté sur 5 étoiles, mais notre benchmark, enfin notre feedback candidat et candidate, il est de 4,4 sur 5, sachant que dans le panel de répondants, il y a environ, à 2 ou 3 points près, moitié-moitié de recrutés et non recrutés. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir les feedbacks des gens qu'on n'a pas recrutés. Quelqu'un qu'on n'a pas recruté qui nous dit merci pour l'expérience, c'est quand même très valorisé, quoi. Il y a une véritable pédagogie en effet à faire au recrutement et donc aussi à la négociation salariale. On continue à parler justement de ce gender pay gap qui peut être remis à zéro. On le voit notamment avec Preligence, avec ce guide et cette étude très précise de Figure et de 50 Tech. Et puis on parlera aussi d'éducation à l'autonomie financière dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. All right, whenever you're ready. Now you want to...
Start scanning. Scan complete. Oil level low. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Caroline Ramad pour 15 Tech et d'Amaury Mativet pour Preligence. On continue à parler de cette éducation à l'autonomie financière des talents féminins de la tech grâce à un guide très précis et des solutions dans un instant. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va parler troc, mais c'est tout à fait légal et artistique. Un trio d'artistes françaises, jeunes diplômées, qui ont quitté leur atelier pour un incubateur parisien. Il s'appelle Pépinière 27. Elles ont donné naissance à une toute jeune application. Son nom, à toutes fins utiles. Elle s'appelle Cyrine Amar, Clara Citron et Clémentine Tissot. Et ces drôles de dames de l'art contemporain ont lancé il y a 6 mois une application nommée ADFU. ADFU pour à toutes fins utiles pour les intimes. Application faite par les artistes et pour les artistes, destinée à ce qu'ils et elles puissent troquer des œuvres d'art et ce, dans le monde entier. Ça fonctionne sur le même principe que Tinder, à base de swipe droit quand on aime et gauche quand on n'aime pas. Alors, c'est pas la première fois qu'une appli joue sur ce crush amoureux pour l'art en se servant du swipe, mais en même temps, le lien avec Tinder marche si bien que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Il y avait déjà eu l'application Docent, qui elle aussi servait à trouver œuvres d'art à son pied, ou Weird, autre Tinder de l'art, ça marche aussi en espagnol au Tinder da Arte. Bref, quand l'une des créatrices de l'application est reçue sur Europe 1, la station de radio ne se prive pas de surnommer l'appli. Laisse-moi deviner, le Tinder de l'art. Pas du tout, Marjorie, c'est raté le Tinder des œuvres d'art, mais ça n'a rien à voir évidemment. Mais au-delà du côté fun du swipe, l'appli, elle a une vraie philosophie. C'est de donner une place active à des artistes qui sont souvent lésés sur le marché de l'art en ligne et pas que. Les chiffres de revenus liés aux professions artistiques sont loin d'être joyeux. Sur les 25-30 000 élèves qui sont répertoriés par Le Figaro et l'Étudiant pour étudier en 2021 dans toutes les écoles d'art, que ce soit publiques et privées, seuls 10% d'entre eux arrivent à vivre de leur travail exclusivement après leur diplôme. Bref, et les chiffres du marché spécifiquement de l'art contemporain ne sont pas beaucoup plus joyeux. 64% du marché de l'art repose sur 50 artistes seulement, et ça en laisse forcément énormément sur le bas-côté. D'où la grande question de la décennie, est-ce que swiper s'est trompé? Est-ce que le troc, d'ailleurs, c'est un moyen de rebattre un peu les cartes de ceux et celles qui ne peuvent pas forcément directement s'acheter des œuvres hors de prix et les autres? Le troc, c'est un peu fait pour ça. En France, on n'est pas très versé sur la question, mais par exemple, à Bruxelles, depuis 12 ans, il y a une foire qui s'appelle Art, Truc, Troc et Design. Chaque année, elle réunit des milliers de personnes dans le palais des Beaux-Arts. Et alors, les gens échangent de l'art. L'idée, en fait, c'est de mettre des propositions de troc sous forme de petits post-it autour de l'œuvre. Alors, chaque année, il y en a qui sont littéralement auréolés de post-it. L'idée, c'est d'expérimenter autour d'un bon verre de Duvel. Alors, certes, c'est pas du ruinard, mais on a quand même l'air de vachement plus se marrer qu'à la FIAC. Il y a même du yoga. Bon, c'est chouette. Alors, du yoga avec un verre de Duvel, ça peut être assez drôle. Ne faites pas ça chez vous si vous m'écoutez tout de suite. Est-ce qu'il y a déjà eu d'ailleurs des expériences qui mêlent l'art et le troc en France? Alors, rien de régulier avant que cette application elle ne vienne combler ce vide, mais tout de même, il y avait eu une exposition organisée par la commissaire Laure Flammarion dans une petite galerie qui s'appelle la galerie Visconti, rue Visconti à Paris. Et on pouvait, pour acquérir les œuvres d'art, troquer à peu près tout ce qu'on voulait, tout et n'importe quoi. La palme du troc le plus bizarre, c'était une jeune autrice qui avait proposé à l'artiste Thomas Hauser d'être son scribe pendant 1 an, et ça a marché, oui. Mais il y a eu de tout. Alors, il y a eu des gens pour avoir une œuvre d'art qui ont proposé un séjour dans une bergerie du XVIIIe siècle dans le Var. Il y a eu la coécriture d'un scénario, tiens. Il y a eu aussi les 1006, un numéro de téléphone des nanas les plus chouettes de Paris. Alors, celle qui avait reçu le plus long... Semaine du 8 mars s'appréciera à la référence. Exactement. Alors, Sophie Calle, quand même, grande artiste, et vainqueuse de toutes ces propositions de troc. Elle en avait reçu 50 de propositions de troc contre une de ses œuvres d'art. Et alors, elle avait choisi un théorème mathématique dont elle-même était le sujet. Et oui, bref, le troc, c'est vraiment, ça donne des choses absolument inattendues. C'est quand même très sympathique. Et sur les 1000 œuvres mises en recensement sur ADFU, déjà un quart a été échangé pendant ces 6 mois d'existence de l'application.
Et c'est un bel espoir pour le troc d'œuvres d'art, donc. Tout à fait, et notamment parce que ça ramène l'idée du jeu au cœur de la collection, ce qui n'avait pas échappé au Secours populaire qui avait créé une vente aux enchères à l'aveugle d'art organisée par la maison de vente aux enchères Millon. Les œuvres, elles avaient été données et donc elles étaient exposées à la Fondation Louis Vuitton à Paris, et chaque œuvre, qui était de toutes de petites dimensions, était signée au dos de l'œuvre, cachée au public, et on pouvait donc tomber sur des œuvres de jeunes peintres, mais aussi sur des œuvres d'artistes majeurs, comme par exemple l'artiste Soulage, qu'on voit juste à droite de l'écran, ou aussi sur Jeff Koons, qu'on voit ici avec ce signe élevé. Donc en fait, le nom de l'artiste, il était révélé à la fin de la vente aux enchères, et donc soit on comprenait qu'on avait fait l'affaire du siècle, soit on comprenait que malheureusement on avait perdu beaucoup d'argent, mais en même temps cet argent perdu était fait pour aller au Secours populaire, donc c'est pas très grave. Oui, non, c'est plutôt une bonne nouvelle en l'occurrence pour le Secours populaire, si des ONG comme la sienne peuvent justement tirer parti de ce troc d'œuvres d'art avec un Koons ou en Soulage. Ça veut dire quoi avec cette application notamment ATFU? Ça veut dire que pour les artistes qui font tourner 64% du marché de l'art, et tu le disais tout à l'heure, ils sont à peu près une cinquantaine notamment sur ce marché-là. Comment est-ce que les jeunes artistes qui justement vont se tourner vers ATFU peuvent espérer, en fin de compte, faire bien évidemment des ventes sonnantes et trébuchantes de leur œuvre et pas que du troc? Exactement, forcément. Alors, les artistes, ça a toujours été dans l'histoire les plus avisés pour reconnaître la qualité de travail de leur père. Et les exemples sont nombreux. On se souviendra, je sais pas, mais c'est peut-être pas de mémoire d'homme d'aujourd'hui, mais en tout cas, on se rappelle dans l'histoire de l'exemple de Rubens, qui était un collectionneur absolument boulimique. Il avait la plus grosse collection d'œuvres d'art d'Anvers. Lui, il avait déjà revendu une partie de sa collection de sculptures italiennes au duc de Buckingham. Et ensuite, cette collectionnite des artistes a évidemment continué au cours de l'histoire. De Ingres, par exemple, qui avait revendu toute sa collection, qui avait fait don de sa collection au musée de Montauban, à Monet, qui a eu une énorme collection aussi de ses pères impressionnistes, jusqu'à aujourd'hui Damien Hirst ou Jeff Koons, qui sont aussi de gros collectionneurs d'œuvres d'art. Eh bien, on se doute que certaines œuvres avaient été troquées avec des artistes qui leur étaient contemporains. Affaire à suivre. Donc, pour cette application, créée par ces 3 jeunes artistes entrepreneuses, à toutes fins utiles. À toutes fins utiles, je te dis merci, Jeanne, évidemment, pour la préciosité de ces informations et de ces voyages en terre d'art et numérique que tu nous permets de partager chaque semaine à tes côtés. C'est intéressant quand même, cette thématique du troc, de la vente, de la valorisation. Ça nous ramène un petit peu à notre sujet, Caroline et Amaury. Sur un marché qui va être différent, qui est justement celui de l'art, est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, qu'on soit jeune artiste, qu'on soit un talent féminin de l'art, il faut arrêter de s'auto-censurer sur son ambition, sur la valeur qu'on peut avoir sur un marché donné? Ça, évidemment, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à éduquer, en tout cas là si on reprend sur le sujet des femmes de la tech, à comment se positionner sur le marché et comment aussi comment demander, parce que de toute façon, s'il n'y a pas une question de salaire, il y a aussi demander la progression. Donc le mieux, c'est que si on revient sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre, c'est mesurer à l'endroit où on en est, mettre en place la transparence, parce que ça résout quand même plein de problématiques et ça met l'égalité en place. Pratiquer les recrutements inclusifs, ça veut dire à un moment donné afficher la couleur assez tôt, notamment au moment des... et permettre de savoir comment est-ce qu'on va aller à l'étape d'après. Et ça veut dire que là, peut-être le point qu'on a moins abordé, c'est de se dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on offre aux femmes la capacité, évidemment, de savoir se positionner, mais également de pouvoir y arriver. Ça veut dire que les conditions en entreprise doivent le permettre aussi. Et donc, la qualité de la flexibilité au travail est un agent aujourd'hui moteur de la progression des femmes au cœur des entreprises. On le sait, 70% des femmes assument encore un peu les charges de famille. Cette flexibilité, donc la politique liée à la parentalité, la qualité d'accompagnement autour des employés, en fait, aujourd'hui est moteur pour permettre aux femmes de progresser librement. Donc je pense qu'aujourd'hui, elles n'ont pas appris à le faire. Elles ont peut-être été aussi un peu empêchées de le faire par des stéréotypes qui étaient l'attendu de la personne qui allait devenir le leader, qui doit avoir les épaules assez larges, qui ne doit pas être préoccupée par d'autres... sexistes en entreprise, on va le dire clairement. Voilà, pour les pratiques sexistes en entreprise. Donc je pense qu'on ne peut pas leur mettre tout sur le dos. Donc il faut certes les éduquer, mais il faut que les entreprises
entreprises changent et mettent en place des méthodes simples, enfin des solutions simples. On le voit chez Prévigience, ça marche. Dans d'autres entreprises, on a Amélie-Search, on a d'autres boîtes qui nous ont rejoints et qui pratiquent ça. Criteo aussi a résolu son gender pay gap à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise en moins de 2 ans grâce à la volonté de Megan Clark, leur CEO, qui fait partie des figures emblématiques de la tech française, mais désormais aussi mondiale. Exactement. Donc, en gros, le message, c'est possible. L'entreprise doit changer, doit permettre les conditions de la progression grâce à de la transparence, que ce soit au niveau des grilles, si possible, pour vraiment attirer aujourd'hui ces femmes et lever le stress, le temps qu'elles puissent aussi s'éduquer, arriver, connaître ces valeurs marchés parce qu'elles les auront pratiquées. Parce qu'en fait, la question de ne pas connaître, c'est que si on ne les a pas pratiquées, on ne la connaîtra pas. Point. Voilà. Et donc, le temps qu'on se mette en place, eh bien, effectivement, on arrivera à résoudre la boucle systémique. On va revenir dans la deuxième partie du talk à ces questions d'éducation, justement, à l'ambition salariale, à l'autonomie financière, mais pas que. Je voulais juste refaire un parallèle, Amaury, avec justement la chronique de Jeanne. Le fait de pouvoir comprendre aussi comment ce gender gap salarial est résolu dans d'autres secteurs, dans d'autres industries. Est-ce que ça peut nous permettre aussi de nous inspirer pour le secteur tech et vous de vous donner des éléments de benchmark, de comparaison aussi pour pouvoir mieux mettre en place les outils que vous développez pour promouvoir cette égalité salariale? Oui, bien sûr. Alors, sur le sujet, je pense qu'effectivement, on a investi beaucoup d'efforts, beaucoup de temps aussi à réfléchir pour justement être dans une bonne position, celle qu'on a aujourd'hui. Après, à l'inverse, on ne pense pas non plus avoir forcément résolu le problème de fond. Évidemment, faire du benchmark, s'inspirer des formules qui fonctionnent ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on surveille évidemment. Tout à l'heure en introduction, vous mentionniez le fait que j'allais vous livrer le secret effectivement de comment on fait. Je pense que justement, il ne faut pas que ces choses-là soient des secrets. Je pense qu'au contraire, il faut les partager un maximum. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec 15 Tech, demain avec Figures aussi, avec lesquels on travaille déjà, mais justement aussi sur ce sujet-là. Moi, ça me paraît hyper important. Et on n'a pas vocation non plus à arriver tel des chevaliers en armure en disant on a résolu. Alors oui, aujourd'hui, on a mis des choses en place qui marchent. Après, je pense que ça reste perfectible. Il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer, et je pense partout. Et nous, c'est avec plaisir de collaborer avec d'autres entreprises, mais même d'autres secteurs, parce que finalement, la tech est un exemple. Moi, j'ai passé quand même pas mal de temps de ma carrière dans l'industrie. Je peux vous dire que le pay gap dans l'industrie, il existe bien. Donc, voilà. Il est fort. On continue à partager justement les solutions, les secrets et la façon dont on peut justement faire beaucoup plus de pédagogie quant à l'ambition financière et à l'autonomie de ces talents au féminin dans la tech. Mais pas que, vous allez le voir, c'est la deuxième partie du talk. Caroline Raman à nos côtés pour 15 Tech, Amaury Mativet pour Prévigience. On continue à parler de cette étude que vous publiez, Caroline, avec Figure, notamment cette semaine du 8 mars, journée des droits des femmes, s'il faut le rappeler. Il y a des secteurs qui font mieux que la tech, justement, en matière d'égalité salariale femmes-hommes. Oui, il y a plein de secteurs qui font mieux de la tech, puisqu'on a dit l'écart par rapport aux 13% en Europe est là. Et il est dû au fait que vraiment la proportion des femmes en haut de l'échelle est très basse. Donc oui, si vous prenez des secteurs du luxe, on doit avoir des proportions un petit peu supérieures, même si on le constate, on va avoir toujours en haut de l'échelle une tendance à avoir énormément d'hommes et peu de femmes. Mais oui, il y a plein de secteurs qui font aujourd'hui mieux que la tech, notamment ceux qui ont une représentation en leadership plus importante que la technologie. Et ce qui est intéressant quand on revient justement à la classification des métiers, si on revient sur les marchés justement des industries numériques, vous le disiez tout à l'heure, les femmes ne représentent que 17% des postes aussi, mais des postes surtout de comité de direction, seulement 11% des femmes dans les équipes de développement, 82% de femmes dans les fonctions support. Là aussi, il y a encore des métiers qui sont trop genrés dans la tech. Bah oui, on le sait, effectivement, c'est extrêmement genré. C'est les métiers liés au développement informatique, donc on l'a dit, entre 11 et 14% à travers l'Europe. En IA, c'est 14%, un peu mieux en Italie avec 26%. Mais oui, c'est genré pour plein de raisons. On sait que les femmes ont disparu, notamment des filières tech, après l'apparition de l'ordinateur personnel. Dans les années 80, on voit ce chiffre n'est jamais vraiment remonté
remonter. Donc, et c'est une problématique qui est aujourd'hui très occidentale. Ça veut dire, on va dire, assez unifiée sur US, Amérique du Nord et l'Europe. Mais si vous allez en Tunisie, vous avez 55% de femmes. Vous allez en Inde, plus de 39%. Donc, Malaisie, énormément de computer scientists. On a approché les 60% parce que c'était un métier qui était décrit comme féminin. Attention, journée du 8 mars. C'est propre et on peut le faire de chez soi. Donc malheureusement pas forcément pour les bonnes raisons. Mais en gros, ce qui peut se détacher quand même sur les pays notamment où c'est que c'est des filières d'excellence, par exemple mathématiques sont des filières d'excellence dans lesquelles on dit on n'a pas trop le choix, si on est bon, il faut aller vers ces filières d'excellence. Et ensuite elles se retrouvent du coup projetées vers l'informatique qui est en fait la voie royale. C'est pas un choix de cœur, par exemple en Tunisie, au Maroc, c'est juste une voie royale qui vous est proposée après avoir fait des maths, mais c'est massif. C'est massif et c'est comme ça quasiment dans tout le bassin, je veux dire aujourd'hui du Maghreb. Donc on peut aussi aller résoudre ces problématiques de manque de pipeline. En allant chercher dans les pays voisins. C'est ce qu'on propose chez FiftyTech, puisqu'on est une plateforme de recrutement inclusif. On cherche à travers l'Europe. Demain, on veut évidemment développer sur d'autres pays, notamment dans l'Afrique. Et on veut proposer de diversifier la capacité de sourcing des profils des entreprises. Donc, s'il vous en manque à terme, il faut qu'on soit en Italie pour avoir plus de profils en IA ou voilà, en Tunisie. Et donc, d'aller chercher un peu dans les pays nordiques, il y a plus de développeuses, par exemple, que dans le reste. Et donc, il faut que les entreprises aussi évoluent un petit peu dans leur pratique. On a tendance par là à avoir des entreprises qui nous disent « je ne veux recruter qu'à Grenoble intramuros et je n'arrive pas à trouver des femmes parce que je les recrute à plus de 10 ans d'expérience ». On dit, bon, la probabilité que de toute façon le succès est proche de zéro. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il y a massivement des femmes dans les juniors et notamment en reconversion professionnelle. Absolument. Donc, il faut investir sur ces profils-là massivement et les faire progresser et évidemment les rémunérer de manière juste au départ. Et on va souligner sur la reconversion notamment le travail formidable que font Social Builder ou Force Femmes par exemple, ou en autres types d'initiatives et d'associations et de start-up qui mettent justement leur service au sein de la reconversion pour ces métiers et pour les femmes. On voit que les solutions existent, on le disait tout à l'heure, plus de transparence sur des grilles salariales établies, les solutions aussi vous proposiez à l'instant Caroline. Il y a une autre solution qui a été abordée par la French Tech, ça s'appelle le pacte parité, ça a été mis en place il y a à peu près 8 mois. Il engage notamment ses signataires à instaurer un quota de 40% de femmes au sein des conseils d'administration d'ici 2028. Je ne sais pas si Président l'a signé. Écoutez, j'ai pas l'info. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, 160 startups, dont 18 licornes, ont signé la charte à ce jour. La faute notamment, c'est pas énorme, hein, quand je vous le dis tout de suite, c'est de la faute à une baisse notamment des financements qui met le sujet de la rentabilité sur la table plutôt que celui de l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire quoi qu'en matière de parité, les entreprises de l'économie numérique font pas mieux que leurs aînés ? Ben, malheureusement, moi ce que je comprends pas, c'est cette opposition. Je l'entends un petit peu en ce moment. Hein. Il n'y a plus de financement, donc on peut coter les budgets et c'est un des premiers éventuellement budgets qu'on va coter. Sauf que en fait, tout démontre que la performance aujourd'hui, elle est atteinte s'il y a plus de mixité aujourd'hui, de diversité dans les équipes. Donc c'est difficilement entendable. Je crois que les leçons des startups, elles n'ont pas encore tout compris. Elles viennent de comprendre. On est 20 ans, je disais après la bulle Internet, je suis en train de dire la success stories de quel coup. C'est exactement la même situation, les mêmes mots qui sont utilisés que ce que vit la tech en gros en ce moment. Mais l'enseignement de la rentabilité, si vous voulez, la performance, elle vient de la mixité. Donc en fait, ça serait un investissement aujourd'hui qui est gagnant. Donc il faut continuer à parier là-dessus. Et pour le pacte parité, 40% dans les conseils d'administration, c'est la loi. Hein, donc on rappelle, Copé-Zimmermann, effectivement on en est très loin, on est autour de 25% aujourd'hui. J'ai tous les jours des femmes qui m'approchent pour entrer dans des boards de start-up et qui ne savent pas comment faire. Donc je pense que c'est pas une question de pipeline. C'est une question de qui on veut voir dans ces boards et c'est quand même, ça vient beaucoup aussi des investisseurs de qui fait bien dans le board. Voilà. Et donc c'est encore là qu'on doit arriver à changer la donne parce que les femmes, on les a trouvées dans les corporates en un an que l'application de la loi. On disait il n'y a pas de compétences, on n'aura pas. On les a trouvés, on a arrêté de prendre une Mercedes SRA à l'ensemble de ces 20 boards de conseil d'administration. Et on souligne la carrière merveilleuse et elle est essentielle. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on veut,
on peut. Malheureusement, effectivement, à chaque crise, on peut prendre du recul. Donc, il faut continuer d'investir sur ces sujets-là parce qu'en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est clé pour la performance. Fraternité et sororité, tiens plutôt, égalité et surtout parité. Ce sera le mot de la fin, tiens, justement, ou le slogan de la fin de cette émission. Merci infiniment Caroline Ramad de nous avoir rejoints en plateau. Merci évidemment à Amaury aussi pour Preligence. Pour nous avoir dévoilé ces secrets qui n'en sont plus désormais. Comment résoudre justement ce gender gap salarial dans la tech? C'est possible, vous l'avez vu sur ce plateau et on retrouve évidemment toutes les infos sur l'étude de Figure et de 15 Tech sur votre site pour aller en détail sur les chiffres. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus. Nous on se retrouve dès lundi pour d'autres aventures dans l'école du futur.